Être First PM, ce n'est pas être un product manager comme les autres. C'est débarquer seul dans une boîte où tout est à construire avec plus de questions que de réponses. Startup, PME, grand groupe, le contexte peut être tellement différent que tu peux être First Product Designer, First Product Marketer, First Product Ops ou même magicien. Mais toujours couteau suisse à jongler entre opérationnel et stratégie. Je suis Marc Vidal, solopreneur et passionné de produits. Avec First PM Stories, je donne la parole à celles et ceux qui vivent ce rôle si particulier que j'ai moi-même exercé à plusieurs reprises. À chaque épisode, un First PM ou un CEO partage ses galères, ses réussites et parfois ses erreurs de casting. De quoi rendre concret ce poste unique et offrir des clés utiles à ceux qui l'exercent, comme à ceux qui recrutent. Allez, installe-toi, ça commence maintenant. Ce podcast vous est proposé avec le soutien de Harvester. Harvester, qu'est-ce que c'est ? C'est la solution SaaS pensée par et pour les product managers pour vous aider à centraliser les feedbacks, prioriser les bonnes fonctionnalités et construire une roadmap alignée avec les enjeux business. De plus, grâce à leur copilote IA, Harvester analyse automatiquement les retours clients issus de vos outils du quotidien, tickets support, appels, Slack, CRM par exemple, et elle les classe selon votre propre taxonomie et détecte les tendances et vous aide à prendre les bonnes décisions produits. Allez, on est parti. Bon, déjà, je suis trop content. Premier épisode de la saison 2. Et cet épisode, pour moi, il a une saveur un peu particulière. Parce que pour la première fois, mon invité, c'est pas quelqu'un qui vient de mon réseau, mais c'est quelqu'un qui vient suite à l'écoute de différents épisodes de la saison 1. Donc, Marie, après avoir écouté quelques épisodes, tu m'as écrit pour me proposer de partager ton parcours. Ça, je trouve ça top. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Salut Marc, écoute, je vais bien. C'est la rentrée, c'est le début de l'automne, ça va, je survis au temps On n'est pas malade pluvieux et je suis encore. très contente d'être là ce matin pour parler de cette expérience C'est de funding PM. C'est gentil. Merci Marie, à toi. Pendant la préparation, là, quand tu m'as contacté, il y a plein d'anecdotes que tu m'as remontées et qui m'ont vraiment donné envie de faire cet épisode. Là, j'en ai une, par exemple, en tête. Tu m'expliquais qu'avant ta prise de poste, donc de poste de First PM, tu avais un peu potassé comme une élève modèle, les frameworks, les lectures et tout, pour bien te remettre à niveau. Ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. On aura le temps dans l'épisode d'en Mm. reparler. Mais voilà, il y a plein d'anecdotes pardon, comme ça qui m'ont vraiment donné envie de pousser cet épisode. Ah ouais, bah, je vais essayer de partager ça avec plaisir. Bon, top. Marie, déjà, on va commencer par l'intro. Qui es-tu ? Je te laisse un peu te présenter. Ouais, très bien. Et ben écoute, j'ai 40 ans, je vis en Seine-et-Marne, à la campagne, avec mon mari et mon fils. Ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le product management, le design, la data. Et en résumé, j'ai travaillé pendant 9 ans en agence digitale, cabinet de conseil. Puis pendant 7 ans dans le monde bancaire, dans des Ouais. très grandes entreprises que sont Crédit Agricole ou BPI France. Et puis depuis 1 an bientôt, je suis dans le monde de la startup early stage, qui représente un grand changement pour moi. Ouais, surtout que j'imagine que dans tes expériences précédentes, notamment tout ce qui était grand groupe, tu avais des postes assez, comment dire? Tu as pu monter un peu, les Responsabilité. échelons, ouais, postes à Mm. responsabilité, du management, Oui, un peu de direction, ce j'ai genre de choses, des quoi. jobs de directrice, j'ai été membre de CODIR, j'avais des équipes à manager, je manageais des managers. Euh, voilà, donc des postes effectivement ces dernières années qui étaient plus tellement opérationnels, qui étaient surtout du management. Voilà, et ça justifie en partie le souhait d'avoir voulu retrouver un rôle beaucoup plus opérationnel. Bah, on va y venir, on va y venir. Donc vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, on va parler, de ce switch que certains font ou que certains aimeraient faire. Quitter, alors je vais sortir un grand mot, le confort qu'on peut avoir dans des grands groupes, pas forcément tout le temps un confort, et des postes qu'on peut avoir à responsabilité où on s'est quand même construit une carrière, heu, pour revenir au terrain dans une startup early stage, dans l'incertitude et l'urgence qu'on peut avoir. C'est vraiment le thème qu'on va aborder avec Marie aujourd'hui. La première question que j'ai pour toi, en fait, elle est très simple. C'est pourquoi? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Ben, je pense que j'avais eu j'étais arrivée au bout de quelque chose dans ces grands groupes. Donc on l'a dit, c'était des postes responsabilité, beaucoup de management. Et en fait, peut arriver à un moment la question mais en fait, qu'est-ce que moi je sais encore faire réellement? Parce que
je produis rien. Moi, je vais dans des réunions, éventuellement, je fais quelques slides, et c'est quasi exclusivement du leadership et du management. Donc, euh, je pense qu'il y a ça qui est arrivé. Il y avait des limites aussi, hein. C'est-à-dire qu'au Créa École, je suivais le parcours de cadre dirigeant. Et en fait, je le percevais plus comme un carcan. Ça allait pas assez vite pour moi. Je trouve aussi que j'avais fourni beaucoup d'efforts pour la transformation du groupe Crédit Agricole. Et j'étais un peu aussi peut-être épuisée, enfin à bout d'avoir autant cherché à faire changer des mentalités, des façons de travailler. Euh, et donc le sentiment, c'était peut-être de, j'ai beaucoup donné, transmis mes compétences, ma connaissance du digital, mais en fait moi j'ai besoin de me remettre à jour aussi sur ces compétences-là. Voilà, chez BPI, pareil, c'était plus petit et on avait une capacité d'action assez forte. C'est une entreprise très, très moderne et dynamique. Mais là aussi, la sensation, en fait, de brasser, manager, tourner autour. Mais en fait, il y avait plus grand-chose de concret pour moi. Donc, c'est ça que j'ai voulu retrouver. Je Ouais. pense que le fait aussi que j'approche de mes 40 ans, c'était donc 40 ans, il faut savoir, c'est on n'est même pas à la moitié de notre carrière professionnelle. C'est Et donc, c'est je me vrai. disais, mais en fait, OK, 15 ans, un peu plus derrière moi. Bon, il y en a encore plus devant. En fait, je me suis posé cette question de, mais est-ce que je suis capable de redevenir opérationnelle, de me reformer, de réapprendre le métier? Et ça pourrait d'ailleurs d'en apprendre un autre. Mais Ouais. en fait, est-ce que je suis capable de réapprendre? Voilà, ça je pense que j'ai voulu me confronter à ça. Ah, Tu as je parlé comprends du bien. confort des grands groupes. Moi, j'avais envie de sortir de ma zone de confort et de me prouver que je pouvais y Ouais, je arriver comprends. parce qu'en fait, je pense que c'est salutaire quoi pour la suite aussi, pour les 20 ou 25 années à venir. Ah, mais c'est intéressant déjà de voir qu'il y a 2 parties. Il y a la partie très, très pro où, tu avais ton évolution de carrière, tu te demandais un peu, comment, comment sortir de cette zone de confort et le côté aussi perso où il y a Mmh. une remise en question avec l'âge forcément qu'on peut avoir. Ouais. Quelque part, quand on est dans des grands groupes comme ça, c'est des belles boîtes quand même, on peut dire ce qu'on veut. C'est formateur. Quand on arrive à monter, les Mmh. échelons, on peut être super fier de nous et c'est marrant parce qu'il y a un âge des fois où on se pose des questions, on se dit: «Mais OK, est-ce qu'on a fait on est content de l'avoir fait, mais est-ce qu'on peut pas revenir à certaines choses?» Le côté très Oui et personnel puis là-dedans est intéressant. c'est finalement est-ce que ce qui me rend heureuse, c'est, mon poste de directrice, mon salaire, mes comités, mes réunions? Ou en fait, ce que j'aime viscéralement, c'est, créer, du produit, des interfaces, de l'expérience utilisateur, c'est de travailler avec des designers, des développeurs et que ça aille vite et voilà et donc en fait ça, je pense que je l'avais un peu perdu. Et ce choix, donc toi, tu as eu, comment dire? On va ouais, on envoie le mot courage, mais tu as Mmh. fait la tu pris la décision de faire ce switch. Tu as des personnes un peu qui, suite à ce choix-là, t'ont contacté, parce que quelque part, je veux pas dire que c'est un sujet tabou, mais quand tu fais le choix, tu as Mmh. l'impression d'être un peu Ouais. seul. Est-ce que dans ton entourage, tu as des gens quand même qui t'ont Mmh. partagé leur souhait de faire un changement comme ça? Mmh. Bah, déjà, moi, pour arriver à le faire, moi, j'ai été chercher des, des personnes qui avaient fait ce type de Ouais, changement. Enfin, je suis allée parler aussi à ceux, enfin, moi, je me suis posé, j'ai beaucoup hésité avant d'y aller. Je suis allée parler déjà à ceux qui avaient fait ce mouvement, qui étaient soit des grands groupes, des scale-up, enfin, et qui s'étaient mis à leur compte, par exemple. Voilà, je peux citer Rémi, Guyot, Valérie Koplevitch, ouais. qui ont monté leurs propres activités, qui ont pu me parler aussi de l'incertitude que c'était, mais du bonheur qu'ils y trouvaient. Et effectivement, moi, depuis que j'ai fait ce changement et que j'en parle un petit peu, oui, j'ai été contactée aussi par des personnes, pareil, 40, 50 ans, qui ont ce type de questionnement, qui hésitent. Beaucoup de femmes, en fait, Ouais. qui m'ont... Parce que je pense que ça représente, enfin, ça veut dire aussi qu'on expose une forme de doute, hein, de remise en question. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi des personnes depuis qui sont venues me voir pour parler de ça et qu'il ferait bien ce mouvement-là. Après, il y a une question aussi d'avoir la bonne opportunité Ouais, et le bon clairement, ouais. contexte qui permet de Je suis faire complètement ce d'accord, hein. mouvement-là. Ouais, Et sur ça ça, je ça pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir cette bonne ah, mais clairement, opportunité. clairement, tu te jettes pas non plus, à l'aveugle. Mais on va en reparler de ça. Mais c'est Mhm. intéressant de voir que de toute manière, c'est comment dire? Cette question, beaucoup de gens, pardon, se la posent. On est un peu à des périodes charnières de nos vies quand on arrive vers 40 ans. Mhm. Moi aussi, j'ai 40 cette année et effectivement.
Il y a beaucoup de questionnements comme ça. Ok, super intéressant. Et au final, tu as fait ce choix. Tu arrives donc dans une boîte qui s'appelle Conix, c'est ça? Mhm. Que Oui, je dis pas de Phoenix. bêtises. Mm. Qui a, Deux c'est ans. quoi, 2 ans, voilà. Mhm. Donc vraiment start-up early stage. Vous êtes combien dans cette boîte? Comment s'est passé un peu ton arrivée? Ouais. Donc c'est une startup qui est issue du startup studio OSS, spécialisé dans le monde de l'industrie et de la tech, avec deux fondateurs, Mathias et Dion, un CEO, un CTO. Moi, je suis arrivée, ils étaient 4-5. On est une petite vingtaine aujourd'hui, donc on a bien accéléré Ouais, et je sur le rappelle, tu es arrivé il y recrutement. a Je 1 an, suis même pas 1 an. arrivée le tout début janvier Voilà. 2025. Donc en quelques mois quand Je même. devais être la deuxième ou troisième salariée. Il y avait un développeur qui était là. Euh, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à un stade où ça dev, ça ship et c'est tout. Et il n'y a pas plus de process, de façon de faire. Et on est très euh, sur quoi on bosse aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Voilà. Et c'est vrai que c'était ça un choc pour moi. En fait, il y a pas de process, il y a pas de cadre, il y a pas de, puis même il y a pas de planning type. Enfin, je sais pas, un grand Ouais, groupe, on arrive, on démarre un job, on est tout de suite invité dans des réunions, des trucs. Là, il y a pas tout ça. Tout est à construire. Voilà. Et donc, si j'en reviens, pardon, à ce que fait la startup Conix, on travaille sur la problématique d'un livrable clé dans les industries manufacturières, qui est la BOM, la Bill of Materials. ouais. Euh, ce livrable aujourd'hui, il est pas bien servi. Enfin, ça fait des nœuds dans les entreprises. Donc, on travaille sur un SaaS Enterprise B2B. Ça, on y reviendra peut-être aussi. C'est quand même particulier. Oui, tout à fait. Qui doit solutionner ça. On est donc sur un produit qui est très tech, très data, qui est nativement construit autour de l'IA et qui est à destination d'ingénieurs, ingénieurs design, manufacturing, donc un univers que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que pour la plupart dans la startup, on ne connaît pas cet univers, mais parce ce qu'on veut, c'est justement repenser avec des yeux Ouais. plus du monde de la tech ce problème de l'industrie. Oui, et donc la typologie de clients, ça, c'est du grand compte au final. Exactement, c'est des grands comptes. On touche vraiment au cœur de leur façon de travailler, de collaborer. Euh, on est aux frontières des très gros logiciels qu'ils peuvent avoir, donc ça s'appelle des PLM dans ce monde-là. Ouais. Et donc les premiers clients, ça va être des équipementiers automobiles, par exemple. Euh, il y a un client avec lequel on travaille depuis le début qu'on peut citer, qui est Forvia, par exemple, Ouais. un des leaders mondiaux de l'équipement automobile. Le PLM de Dassault Systèmes, notamment. Voilà, par Très bien. exemple. Ok. Donc, très bien pour ce que fait Conix. Et juste avant, tu as expliqué que toi, quand tu es arrivé, au final, tu t'es rendu compte. Tu le savais déjà, mais tu as vraiment pris, on va dire, en pleine tête le fait que la visibilité, il n'y en avait pas. Mm. C'est du au jour le jour, un vrai choc culturel au final pour toi. Euh, J'imagine que quelque part, cette instabilité n'a pas dû être facile à vivre au départ. Ouais, complètement. Alors peut-être quand même ce qu'il faut rééquilibrer, c'est le fait que on est beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, semaine prochaine, mais en revanche, on a quand même une vision de long terme qui est extrêmement claire, c'est-à-dire la mission de l'entreprise, sa vision, euh, où est-ce qu'on veut être dans 1 an, 2 ans, auprès de quelles Important entreprises. ça. Toute cette vision, elle existe évidemment et elle est attendue par les Et investisseurs. et En c'est ce revanche, qui t'a c'est permis d'y justement aller aussi. C'est ce qui t'a oui, convaincu aussi. bien sûr, c'est ce projet-là qui fait envie, qui fait qu'on rejoint cette entreprise. Ensuite, oui, c'est la question du sur quoi on travaille, comment on fait les choix de priorisation, à un stade en plus où on est encore en train de construire en n'ayant pas forcément de clients. Parce qu'au tout début, il faut bien qu'on construise quelque chose qu'on va pouvoir présenter à des prospects, à des clients. Euh, mais donc au début, on fait beaucoup d'hypothèses par soi-même et c'est difficile de vérifier tant qu'on n'a pas les clients, les utilisateurs et on les trouve pas au coin de la rue, hein, les Ah, c'est ingénieurs clair, ouais, c'est manufacturing.
Donc ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'en fait, ce côté, et je pense que c'est donné peu de fois dans une carrière, sauf pour ceux qui sont vraiment spécialisés dans le early stage, mais en fait, tout est possible. On peut prendre la direction A, B ou C, ou X, Y ou Z. Enfin, tout est possible. Et donc, vers quoi je vais et qu'est-ce que j'ai comme indice pour savoir vers quoi aller? Alors, je vais en avoir qui relèvent du benchmark, de discussions avec des experts de ce secteur-là. Le startup OSS, enfin le startup studio OSS nous aiguille aussi. Mais c'est vrai que c'est presque paralysant ce côté. On est à un stade où on peut tout construire. Alors que moi, j'ai plutôt travaillé auparavant sur des produits où il y a déjà un cœur. Soit en fait, c'est un site web qu'on veut passer en application mobile, mais il y a un existant. Là, on est vraiment sur la création on crée notre segment Et de ton ressenti produits. à toi là-dedans, quand t'es Et arrivé là-dedans, que tu t'es... moi, j'étais complètement perdue. J'étais perdue, angoissée. Je savais pas quel choix faire. Je savais pas comment les faire. C'est là où tu parlais des frameworks. Aucune utilité. C'est pas ça le sujet. Là, on est vraiment dans le cœur d'un point de vue business. Qu'est-ce qui va faire la différence? Amener de la valeur. Et en ayant, je trouve, peu d'indices parce que on n'est pas encore tous les jours dans les usines, dans les locaux, avec les utilisateurs pour en parler. Donc c'est presque paralysant, tu vois, ça peut être grisant, cette liberté de faire tous les choix. Et en revanche, je suis très contente d'être arrivée là Ouais, si tout à fait. tôt, parce que j'ai fait les choix sans doute les plus fondamentaux sur le produit. Et l'autre partie, je pense, qui a été très difficile, c'est aussi, j'imaginais que le product manager fait des choix importants de conception, cadre, conçoit, vient avec des propositions assez abouties. Là, on est sur des domaines de l'industrie que je ne connais pas, produits très tech, très data, des automatisations, de l'IA générative. Je ne peux pas venir avec les réponses toute seule. Et donc, en fait, j'ai compris petit à petit que mon job était surtout de provoquer les bonnes discussions sur les bons sujets, d'arriver à mettre tout le monde autour de la table pour recueillir des avis, des points de vue, des conseils, des mises en garde, des idées, des suggestions. Et petit à petit, en fait, je ne fais que ça, que créer ces discussions, reformuler ce qui en ressort, revenir avec une nouvelle proposition, avec du benchmark, et je remets euh, l'ouvrage sur le métier et on reprend cette discussion jusqu'à affiner, avoir quelque chose qui nous semble puissant. Je comprends, je comprends. Là, je t'ai laissé parler sur, comment dire, comment aussi tu as, quelque part, on va dire, réappris le métier et comment tu l'as appréhendé différemment. Si j'en reviens juste avant sur le ressenti que tu avais, donc comme tu disais, c'est plutôt très angoissant et assez paralysant. Euh, il y a c'est le ressenti que tu as. Et à quel moment tu t'es quand même dit, donc ça vient au départ, tu prends ça en pleine poire, t'avances, tu commences à avoir certains doutes forcément. Euh, à quel moment tu t'es dit, ok, en fait, je l'accepte et je peux Oui, tenir, je vais y aller. Est-ce qu'il oui, y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a oui, permis oui. de Et voir les choses déjà, comme ça? même si je suis plus juste, je pense que au tout début, ça m'a beaucoup angoissée, mais déjà, ne serait-ce que parce que nouveau secteur, je comprenais juste pas ce qu'on se disait dans les meetings. Entre le vocabulaire de l'industrie, le job qui est en Et, anglais au et quotidien, notre CTO est sud-africain, parle pas français, donc moi qui n'avais pas parlé, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé anglais. Enfin, rien que ça, juste je comprenais pas les meetings. Donc et ça, est-ce c'est que le tu tout avais une premier mois. pression aussi du fait de ta seniorité? C'est-à-dire que tu arrives avec quand même une certaine expérience et tu t'es dit, bon, ben, là, je reviens et je m'aperçois qu'il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Ça te mettait une pression supplémentaire ou pas forcément? Je sais pas dire si ça en met en plus. Moi, de toute façon, je vis comme ça Ok, mes débuts de job. ok. Et peut-être que quelqu'un le vivrait autrement, mais en tout cas, c'est vrai que ces tout premiers mois déjà, c'était de ne pas comprendre ce qu'on se racontait. Ensuite, ça a été mieux, mais après, il y avait toute cette partie que j'ai décrite sur c'est quoi mon rôle de PM, qu'est-ce que je dois faire. Et je pense qu'au bout c'était peut-être fin mai, juin, donc tu vois, au bout de 5 6 mois, où j'ai commencé à accepter parce qu'en fait, ça revenait, cette façon de faire qui Ouais. était prenons un nouveau sujet, on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire et personne n'a de guidelines à me donner. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais mes recherches, je provoque les discussions, j'amène mes insights,
on en parle. Ah, ça fait naître certaines choses. Je reformule ça. On en reparle. On maquette un peu pour se rendre compte. Voilà. Et comme ça commençait à se répéter, je me suis dit, bah, donc c'est ça le job. Et je pense, voilà, que ça a commencé à aller mieux au bout de 5-6 mois. Et tu vois, là, 9-10 mois, ça y est, je me sens à l'aise dans ce rôle. Et surtout, j'ai accepté le fait qu'il va avec cette incertitude, le fait je sais très bien sur quoi je travaille là sur les 4 semaines à venir. Après, c'est moins clair. Et alors 2026, Non, mais ce qui est à super voir. intéressant, c'est de se Mmh. rendre compte que t'es pas plus à l'aise parce que c'est plus clair. Tu es plus à l'aise parce que tu as J'ai accepté accepté. Oui, l'incertitude et de oui, fonctionner comme ça. C'est super oui, intéressant de mmh, voir ça. C'est oui, c'est plutôt à ton niveau à toi. Comment dire, tu as fait évoluer les choses de ton côté pour oui. justement être à l'aise et c'est pas forcément le produit, la typologie de client, la façon de travailler qui fait que tu es plus à l'aise. Complètement. Et j'ai renoncé à des choses, tu vois, dans des grands groupes, on a des plans. Alors, on travaille sur l'agilité, sur la réduction des TTM, mais on a des plans qui sont quand même assez loin. On fiche des choses, ne serait-ce que pour les présenter à d'autres dans des réunions. Donc, tu as des roadmaps établis. Moi, je cherchais ça. Je sais que pendant les 6 premiers mois, je l'ai cherché la roadmap. Alors, je cherchais si elle existait déjà, si c'était à moi de la faire. En fait, c'était un exercice qui avait pas beaucoup de sens. Enfin, ma seule roadmap, c'est maintenant. C'est un now, next, Ah ouais, later, mais qui est assez court. je- Maintenant, la semaine prochaine et dans 2 semaines. Ouais, clairement, ça, on en avait parlé. J'avais fait, pardon, oh, j'ai du mal à parler. Mm, J'avais fait un épisode avec Enzo à Vigo. mm. Justement, on disait, mais la roadmap en early Oui. stage, Et c'est en une fait, grande perte de temps. c'est un exercice que je fais un peu de temps en temps pour les clients, notamment. On a besoin d'un peu de visibilité, mais donc en fait, je donne quelque chose qui est assez précis sur le mois à venir, qui est plus quelques thèmes pour le trimestre à venir. Et puis alors, j'ai des grands blocs qui sont des idées assez vagues pour l'année d'après. Mais après, je comprends entièrement que les clients aussi aient besoin de voir ça. Et on a cette réflexion et on n'est pas, c'est pas qu'on sait pas du tout ce qu'on va faire. C'est juste, peut-être que d'ici là, il y a une autre priorité qui arrivera. Il y a Ouais, peut-être un concurrent qui va sortir un truc. Et donc, nous, on fera passer autre chose en haut de la pile. c'est le marché. Euh, C'est le marché, en oui, fait, qui va dicter mais le oui. truc et les échanges que tu vas avoir avec tes Marché, prospects, client, tes clients. utilisateur. Complètement, complètement, je comprends, je comprends. Là, je reviens sur maintenant la partie où tu expliquais la manière de travailler que tu as eu, que tu as commencé à assimiler, que tu as commencé à accepter. En intro de l'épisode, j'expliquais que quand tu as pris ce poste, avant, tu t'étais fait une petite préparation de Ah oui. lecture et compagnie. Mm, Au final, est-ce que ça a mm. porté ses fruits? Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Donc, je m'étais fait une préparation. Déjà, je l'avais faite avec ChatGPT. C'était une façon déjà de travailler au quotidien avec ChatGPT. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire ce petit programme sur 4 à 6 semaines. Et donc, j'ai dû réviser des bouquins, les jobs to be done. Je me suis familiarisée avec des logiciels, des solutions que je connaissais pas trop. Tu vois, alors Notion, oui, je connaissais, mais je me suis remise à jour. Linear, je connaissais pas. Donc, il se trouve que mon mari, lui, développait avec Linear, donc il me montrait un peu comment Ça ça se pouvait passait aider. dans sa boîte. Euh, voilà, donc des lectures, un peu de tutos, de manipulation. Euh, Ça a pu être utile sur le côté, bon, bah, en fait, enfin, linéaire, c'est pas compliqué à prendre en main. Whimsical, c'est super facile à utiliser. Enfin, ça, c'était pas mal. Après, tout ce qui peut être un peu théorique sur, euh, ouais, des frameworks, des exercices de formalisation, avec une vraie discipline sur euh, des besoins exprimés par les utilisateurs. Ou j'ai rien utilisé de tout ça. Ensuite, quand je suis arrivée, euh, je me passionne aussi récemment depuis quelques années pour le Lean. Ouais. J'étais beaucoup dans le Lean Tech Manifesto l'hiver dernier. Ça me passionne, mais difficile de faire le lien, le parallèle ensuite ou de le mettre en œuvre Ouais, dans une boîte en fait où on est 5 au démarrage. peu Donc applicable. voilà, donc ça m'a pas forcément aidé. Je pense que ce qui m'a desservi aussi, c'est qu'en fait pour démarrer, comme je disais, j'étais assez paralysée. Donc j'ai voulu beaucoup me former. Ouais. Donc là où je pense j'aurais dû aussi garder quand même toute mon énergie sur rentrer dans ce nouveau job, comprendre ce vocabulaire qui était Ouais, le différent. secteur d'activité plutôt, on va dire. Voilà, bah en fait, je me suis rajoutée en plus de la charge en me collant des formations.
Donc, de la formation Lean, la formation IA GenAI pour le produit avec Rémi et Tristan. Il y en avait une autre de formation, je sais plus, j'ai oublié, mais voilà, je me suis beaucoup formée et en vrai, c'était pas si évident à appliquer. Et voilà, et je pense que l'énergie, elle était à mettre principalement ou exclusivement sur s'approprier ce nouveau boulot, ce secteur. Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Mm. Effectivement, ouais, rajouter de la charge de travail et puis connaître le secteur, automatiquement en prenant le poste, il fallait que tu montes en compétence Mm. dessus. Donc, Oui, c'est intéressant de se dire là, bon, tu as 10 mois de, comment dire? de recul. D'ancienneté maintenant, de Mm. recul, donc de se rendre compte que ouais, peut-être mettre plutôt son énergie là-dessus Oui, quand on prend un je nouveau pense poste creuser, et tu sais, on est à l'étape encore beaucoup du problem space, donc creuser le problème, les utilisateurs, le monde de l'industrie. Alors après, comme j'étais prise de l'autre côté aussi en fait, cet accès à l'industrie, il est pas facile parce que les utilisateurs, on les a pas encore. ouais. Et donc, comment tu ouvres les portes de l'usine? Enfin, tu débarques pas comme ça à Méru un matin. Bon, donc voilà, pas évident. Mais en tout cas, je pense que c'est ça le conseil, c'est de toute façon de creuser, de baigner dans le secteur, la cible. Euh, Ouais, voilà. c'est ce qui t'a permis vraiment d'être à l'aise aussi. On parlait de la répétition des tâches et également le fait que petit à petit, t'es monté en compétence sur la connaissance du secteur et ça t'a rassuré aussi, quoi. Et que j'ai eu accès à des utilisateurs. Et en fait, le jour où ça a commencé, c'était aussi Et, beaucoup plus facile et pour comme moi. toujours, en fait, on en revient toujours à ça quand on Mm, parle de startup early stage, c'est mm, être au contact des utilisateurs. mm, Prospect, client, utilisateur, c'est mm, la vérité, de toute manière, elle est là. mm. Euh, une question que je me pose, euh, toi, au final, tu as un profil, comme on dit, tu es assez senior, dans des grands groupes, avec des postes de direction. Dans l'expérience que tu es en train de vivre, euh, ça a quelle valeur pour toi, ça? Euh, alors, plusieurs choses. Je pense que déjà, j'ai une approche des sujets qui est assez globale, autant sur du point de vue de l'usage, de l'usabilité, voilà, l'expérience pour l'utilisateur, mais aussi de la valeur que ça apporte, hein. Il y a des choses qui sont très sympas à faire, mais en fait, si ça fait pas soit gagner beaucoup de temps, soit faire quelque chose qui est beaucoup plus fiable, sans erreur, si bon, ça sert pas à grand chose. Donc, expérience utilisateur, euh, valeur, impact créé, des enjeux de business aussi, d'équation économique. Si ça coûte très très cher à faire ou est-ce que vraiment ça vaut le coup? Donc, ces aspects quand même de business et d'équilibrer coût-revenu, la partie tech, la partie data. Je pense que j'ai beaucoup en tête l'adoption. Enfin, combien de fois aussi je nous ai vu travailler sur des features, des fonctionnalités, et en fait, on ne fait pas ce dernier kilomètre de l'adoption. Donc, je sais que ça, par exemple, c'est quelque chose à quoi je pense très très tôt. Et en plus, je sais ce que sont des utilisateurs dans ces grands groupes. Ouais. Tu vois, je pense que mon expérience, elle permet de beaucoup équilibrer parfois euh, des envies qui sont un peu geek, un peu startup tech. Nous, on est à fond sur les automations, sur la GenAI, sur bon, alors, nos utilisateurs dans le monde de l'industrie, ils n'en sont pas du tout là. Et donc, en fait, il ne faut pas qu'on fasse des choses trop compliquées ou trop éloignées. Il faut rester dans les codes que eux connaissent, mais en même temps, il faut les amener un petit peu vers autre chose. Donc, je pense que je permets beaucoup d'équilibrer ça. Et puis, j'ai cette seniorité dans la relation avec les clients aussi. C'est-à-dire que, tu vois, lundi, j'étais à un meeting avec des personnes qui sont niveau COMEX ou juste en dessous. Bon, ben, moi, je peux aller gérer ça aussi parce qu'en fait, ces types d'interlocuteurs, je les ai déjà eu et je sais quels sujets mettre sur la table, quels arguments utiliser, plutôt que de me perdre dans le détail Ouais, je comprends bien. d'une démo ou d'une feature. Donc, je pense Ouais. que ça apporte ça.
Cet notamment. aspect commercial face à des C-level, Mmh, c'est des mmh, choses que tu sais faire, tu as déjà ouais, travaillé et quelque part, bah, du coup, ta direction te fait confiance là-dessus. Parce que, totalement. c'est des choses que, typiquement, ils pourraient gérer eux, mais si quelqu'un d'autre peut le faire aussi bien, ça leur dégage de la bande passante pour, bah, travailler auprès des investisseurs ou d'autres choses ou d'aller voir d'autres prospects, ce genre de trucs, quoi. Oui, je pense en tout cas que c'est pour ça aussi que les fondateurs avaient fait le choix d'aller chercher un profil senior sur ce poste, hein, et tous les entrepreneurs, fondateurs ne font pas ce choix d'avoir un premier PM avec ce niveau de seniorité. Là, c'est parce que ils savaient que le produit est évidemment complexe, mais bon, comme plein d'autres, s'adresse à des entreprises grands comptes avec des cycles de vente qui sont très longs et où en fait la dimension relationnelle est tout aussi importante que ce qu'on doit Je comprends, concevoir et délivrer. je comprends bien, du coup, la question que je me pose derrière, c'est: est-ce que tu penses que, justement, ton expérience, ta seniorité, elle aurait été moins importante si, si la typologie de clients n'avait pas été celle-là? Alors, je sais pas, on peut parler de B2C ou, sur du B2B, mais avoir en face plutôt, de la TPE, de la PME. Tu aurais certainement eu d'autres choses à mettre en avant, mais peut-être que comment dire? Les les atouts que tu avais, avec ces postes de direction dans des grands groupes, ils auraient été, pas forcément très utiles dans des contextes comme cela. Bah, comme tu dis, je pense qu'effectivement, ça aurait enfin, servi pour d'autres aspects, mais en tout cas, là, c'était particulièrement marqué. Après, je pense qu'effectivement, dans tous les cas, un profil très senior, et ça peut donner matière à réfléchir, je pense, à des dirigeants, à des fondateurs, c'est qu'en fait, c'est aussi un profil très senior arrive aussi avec un savoir-être, avec des skills, avec un vécu qui fait que cette personne apporte de la valeur. Donc j'imagine que ce serait vrai aussi dans un contexte B2C par exemple. Et après, là, ce que je trouve sympa, c'est justement qu'on arrive à faire un équilibre entre, par exemple, notre product designer est très jeune, elle a déjà un super vécu en design et puis dans le monde de l'industrie. Mais tu vois, justement, elle peut avoir cette énergie, le Ouais. fait d'être extrêmement à jour. Et puis avec moi qui ai ce vécu, cette expérience, et ça fait un équilibre qui est hyper sympa. Donc voilà, les En deux fait, ont. ce que je trouve super Mm, intéressant là-dedans, c'est que, d'un œil extérieur, on sent quand même qu'il y a une vraie réflexion sur le type de profil qui était mm, attendu de la part de donc mm, des founders, comme tu l'as dit. mm, Heu, le fait que excuse-moi, on y arrive. Le fait que ça soit dans de l'industrie avec des cycles de vente assez longs, comme mm. tu dis et puis, alors on n'est pas rentré dans le détail des chiffres, mais j'imagine que les contrats, on n'est pas sur du, 2 000, 3 000, 4 000 €. Il y a quand même Non, c'est des contrats à 6 chiffres, ouais. voilà, c'est des Mm, contrats à 6 chiffres donc il y a une manière de travailler qui est quand même assez différente et effectivement, un profil comme le tien, paraissait beaucoup plus pertinent que prendre quelqu'un, certainement, soit plus junior ou qui n'ait pas de grand groupe, avec cette expérience derrière. Et toi, donc là, c'est le côté CEO, avoir vraiment, eu ce comment dire? Ce ressenti précis pour comprendre le type de profil qui était nécessaire. Et toi, de ton côté, quand tu disais: «Bah, il faut tomber sur la bonne opportunité», en tout début de mm, l'épisode, tu nous expliquais: «Moi, je suis pas parti pour rien, je suis tombé aussi sur la bonne opportunité». Tu as eu mm. aussi, l'intelligence, j'ai envie de dire, de comprendre que là, ça matchait bien avec ce que toi, tu pouvais apporter. Oui, et l'autre point peut-être par rapport à quand tu dis, enfin, les fondateurs qui voient l'intérêt d'avoir un profil senior, c'est aussi avec la perspective de, pour eux comme pour moi, que je vais pouvoir évoluer. Et donc J'allais en en fait, venir là, tout à fait. voilà, je peux être aujourd'hui la première contributrice individuelle en product management, mais si l'entreprise se développe comme on espère qu'elle va se développer, j'évoluerai vers un rôle d'head of Ouais, product, tout à fait. C'est là où peut-être j'allais un en jour venir. de CPO. Et donc, en fait, ça permet d'avoir dès le début quelqu'un qui est là pour faire les premiers choix fondamentaux autour du produit. Donc, en fait, je connais vraiment les fondations, les fondamentaux qui ont guidé la construction de ce produit. Euh,
et en même temps, je vais pouvoir évoluer, je suis prête à évoluer quand ce sera le bon moment, vers du management, vers de la construction d'équipe, vers du scale. Voilà, donc ça, je pense que c'est pratique aussi et c'est à prendre en compte. C'est est-ce que je veux un profil qui est peut-être plus junior, super en product management, mais en fait, quand je vais grandir, je vais devoir aller chercher quelqu'un d'autre. Alors après, Vrai il y que en a qui font leur parcours, qui mais évoluent, ça se passe complètement. très très bien, mais Complètement. On peut soit évoluer, soit rester sur de l'opérationnel parce que c'est ouais, ce qu'on aime. Et j'en connais beaucoup qui m'ont dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est être dans l'opérationnel. ouais, Si après, c'est prendre des postes de management, j'en veux pas. J'en veux pas. oui. Donc, effectivement, il y a cette Alors que question à se moi, poser quotidien. effectivement, j'ai envie de retrouver ça un jour. Le management, c'est un truc qui peut me manquer, hein. J'aime tellement ça que, mais voilà. Mais donc, j'aurais la capacité à évoluer, ce qui pour moi était, ça fait partie de la bonne opportunité. Et pour les fondateurs, je pense que c'est pratique aussi de se dire, en fait, tu as tout de suite la personne qui va pouvoir évoluer, rester pas mal d'années, parce qu'on sait déjà comment Ouais, son rôle pourra évoluer. Et donc ça fait partie de la bonne opportunité. Le fait que c'est des fondateurs aussi aguerris, qui ont déjà créé des ouais. boîtes, créé, géré, vendu des boîtes, ça pour moi c'était très très rassurant. Le fait que la startup soit adossée à un startup studio qui a déjà un super portfolio, enfin ça très rassurant. Cette description de poste, donc aller chercher oui, des hard skills, mais aussi qui mettait beaucoup l'accent sur les soft skills et tout le relationnel dont on a parlé. Voilà, le niveau de salaire aussi qui est adapté Ouais. euh, à mon expérience. Voilà, donc on est dans. Moi, je fais un effort, eux aussi, et puis ça sera amené à évoluer quand quand l'entreprise grandira. Voilà, ça faisait un ensemble je trouve, de conditions qui étaient réunies. Et puis après, moi, ma situation personnelle, familiale, financière, elle me permettait aussi Ouais, d'accepter cette prise de risque, parce que voilà. c'est quand même toujours une prise de risque, tu vois, sur l'aspect, c'est de la startup early stage. Évidemment, on cherche à faire une série A, on verra si ça se réalise. Enfin, je connais aussi le niveau d'incertitude qui va avec ce stade de développement Et tu l'acceptes. d'entreprise. Tu Ouais. l'acceptes parce que Mm. de ton côté, Mm. comment dire, comme tu dis, ta situation euh, personnelle fait que Ouais. c'est des risques acceptables. Oui, Ok, exactement. ok. T'as dit un truc juste avant sur lequel je comptais pas forcément rebondir, mais je trouve que c'est vachement d'actualité, donc allons-y. Mm. T'as dit que vous avez recruté là, au final, une première personne au design. Mm. Et quelque part, quand on avait échangé, puis dans toutes les lectures Oui. là qu'on voit un peu, on commence à vraiment mettre en avant le fait que dans ces startups early stage, alors encore une fois, c'est très très large, hein. B2B, B2C, B2G, TPE, PME, grands groupes. Mm. Je pense qu'il faut aussi un peu catégoriser tout ce qu'il peut y avoir Mm. là, mais on parle de plus en plus du fait d'avoir plutôt une personne au design au départ. Toi, c'est quand même un profil que t'es allé chercher assez rapidement. Oh, même, la designer, Elle en est fait, même était arrivée là avant avant. moi, parce qu'elle était travaillait en freelance. Mais donc, elle était là avant moi. Donc, je pense que effectivement, cette entreprise a eu d'abord un premier designer avant d'avoir un premier product manager. Et elle était là avant. Et, euh, et j'adhère totalement à ça. Donc, donc, comme tu le dis, il y a des cas où peut-être moins, mais de façon assez générale, euh, alors ça tient au fait que donc j'ai longtemps managé des équipes de design. Pour moi, les designers, c'est des magiciens. Ouais. C'est des gens qui donnent. Enfin non, mais j'ai une admiration, une passion pour les designers, donc et ils le savent. Euh, ils donnent à voir, ils rendent concret, ils rendent tangible. Enfin, ils ont un pouvoir immense. Et donc ça, pour moi, c'est indispensable très tôt parce que et en Ouais. plus normalement, tu vois, le CEO, le CTO, enfin dans les fondateurs, forcément, il y a une préoccupation très forte du produit. Donc au début, c'est eux les premiers les premiers PM. Et en revanche, ils n'ont pas forcément le hard skill qui est donner à voir, donner, enfin le fond qui se transforme en forme, le Ouais, je comprends. design au sens propre. Donc en fait, tu as besoin du designer. Et un designer rend des discussions autour de concepts beaucoup plus tangibles. Évidemment, produit tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être développé. Euh, Aide à avoir, tu vois, le premier site web.
un début de charte et d'identité qui fait aussi que ton rendez-vous important avec un COMEX, t'arrives avec une presse qui est super chiadée. Donc, pour moi, c'est tellement précieux d'avoir un designer dès le début. Alors après, on parle de designers qui sont, euh, du coup, qui ont une certaine capacité à travailler à partir de une idée très vaguement exprimée et débrouille-toi avec ça, tu vois. Et donc c'est pas non plus, ça peut pas être des designers euh, qui ont besoin d'avoir un cadrage Ouais, je comprends. ou fonctionnel ou extrêmement fort. Voilà, donc peut-être que c'est pas adapté à tous, mais en tout cas, quand on a la chance de rencontrer ces designers qui travaillent à partir de quelques idées, qui arrivent à bien baigner dans le produit, là aussi dans le secteur et dans le métier, enfin, il faut avoir une passion pour ça. Je trouve ça fantastique ce qu'ils apportent. Donc oui, moi je recommanderais de démarrer assez tôt, enfin avec un product designer, parce que de toute façon, le product management doit, je pense, rester un certain temps l'apanage De la soit du direction. CTO, Ouais. soit du CTO, enfin celui qui a le plus l'appétence produit. Et après, moi, je suis arrivée parce que justement, il y avait ces enjeux aussi de faire le lien avec les clients, comme on l'a dit, la Ouais. seniorité, le relationnel, etc. Et puis, ça a démultiplié peut-être aussi et plus structuré l'activité de product management. Bah, Mais toi, en tu tout pouvais cas, te concentrer, toi, en fait, tu pouvais te concentrer vraiment sur les échanges avec les utilisateurs, avec les clients, et ce qui pouvait enlever de la charge à la direction pour fait- ouais, aller oui, chercher oui, d'autres choses, quoi. oui, oui. Et puis enfin bon, tu vois, je fais beaucoup de benchmark, par exemple. Ça, c'est aussi, du coup, moi, je peux prendre aussi beaucoup de temps pour ça. Donc, voilà. Donc, le product designer en premier, je recommande. Et peut-être que c'est moins vrai sur des produits qui sont des produits très tech avec moins d'interface. Tu vois, je pense à des produits qui sont des API, Ouais, non, mais tout à qui fait, sont tout à des fait. plateformes de cloud. Enfin, On en revient peut-être toujours que au c'est moins contexte qu'il y a vrai. derrière, complètement. Voilà. Moi, Mais ce que j'ai constaté, c'est effectivement, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et une autre chose que j'ai constaté en travaillant avec pas mal d'incubateurs, c'est qu'au final, un premier product marketer, c'est très intéressant mm, aussi. Parce on se retrouve des fois avec des founders qui sont très très tech, voire tech slash design, mm, mais qui ont beaucoup plus de mal à comprendre leur marché ou leur mm, marché potentiel. Et justement, avoir un profil comme celui-là, c'est très intéressant. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, au final, on parle de product management parce que c'est le métier qui fait le grand écart. Mais c'est mm. sûr que si on a des profils un peu plus précis par rapport aux besoins qu'on peut avoir, c'est intéressant. Après, il y a des product managers qui savent tout faire, mais c'est pas non plus, ça court Oui, pas ça court ça pas la rue non existe plus. hein, dans tu vois, le Startup Studio chez OSS, et avant que moi j'arrive, et celui qui avait construit le noyau aussi au produit, c'était un des profils du Startup Studio qui était extrêmement large dans ses compétences. Donc il y a des profils comme ça. Voilà, moi j'apporte autre chose. Et après, tu as raison, moi je pense que pour nous, pour Cognix, la prochaine compétence à aller chercher autour du produit, ce sera le product marketing. Euh, voilà. Ça fera plaisir à beaucoup. Mhm. Comment dire, dans mon réseau, je connais beaucoup de gens qui militent pour ça et entendre ça, ça leur fera plaisir. Ok, super intéressant. Pour conclure, je me pose une question quand même là. Maintenant, tu es plus à l'aise. Mhm. Vous avancez, même si on sait que c'est du jour au lendemain, ça pivote quand même assez souvent. Là, maintenant, c'est quoi tes gros challenges, toi qui es plus à l'aise depuis maintenant 10 mois? Euh, donc ça reste déjà sur un produit qui est très en construction. Alors en plus, on a décidé de tout refondre cet été, mais donc de faire, mais ça se passe bien. Ouais, bah, tant mieux. Vaut Euh, mieux refondre de vite, hein, enfin, tôt, plutôt que Oui, d'accumuler de la oui, dette et et puis puis alors d'un ça, coup. c'est une chance géniale parce qu'en fait, tu refonds en ayant le vécu, le retour Ouais, d'expérience sur ta première version de clairement, plateforme. Donc, clairement. en fait, je trouve ça génial. Euh, donc, en tout cas, il y a encore des choix extrêmement structurants à faire sur le produit. On est quand même encore à un stade où on choisit nos bons concepts. Voilà, donc moi, j'ai des challenges déjà qui sont de faire ces bons choix produit. J'ai un challenge d'adoption par les utilisateurs. Ouais, On l'a peut-être pas beaucoup dit, mais c'est un produit comme des Palantir, par exemple, qui nécessite quand même beaucoup de setup, de configuration. C'est extrêmement flexible et customisable, mais donc il faut passer par cette étape de configuration et customisation au début. Donc, qui fait aussi que, tu vois, c'est pas les utilisateurs, c'est pas
le contrat est signé, demain, ils utilisent la plateforme. En fait, tu as un temps Il faut avoir d'onboarding et de setup qui est beaucoup long. d'accompagnement avec Ouais, donc les postes j'aimerais bien qu'on travaille ICSM. sur ça. Et d'ailleurs, le Konix s'est staffé aussi sur cette partie déploiement, tu sais, tous ces rôles de deployment strategist, de forward Clairement. deployed engineer. On en recrute d'autres d'ailleurs en ce moment. Donc, se concentrer sur ça, sur l'adoption, l'usage. Le product marketing, donc je l'ai dans un coin de ma tête. Et puis, petit à petit, c'est toujours un peu plus structurer, organiser ça. J'aimerais bien qu'on commence à avoir aussi un peu de... Il y a le produit qu'on ship en tant que tel, mais en fait, ce que tu peux avoir aussi autour qui favorise la façon d'en parler, la façon de l'utiliser, la façon de le faire connaître. J'aimerais bien travailler ça aussi. Et puis, je pense qu'on est à un moment là où on commence à avoir un peu de vécu et de retour d'expérience qui nous permet aussi de prendre la parole autour de Konix et de la Comme, plateforme comme qu'on on est en train de faire. pose. Voilà. Ok, super intéressant. Donc au final, ça veut dire qu'on en reparle d'ici 6 mois, 1 an pour faire le point sur tous les Ah, challenges qu'il peut y avec avoir. plaisir. J'espère que voilà qu'on aura bien évolué, qu'on sera un peu plus nombreux, qu'on aura surtout plus d'utilisateurs embarqués. Voilà, il y a des nouveaux apprentissages parce qu'effectivement, je pense qu'en fait, c'est des stades de développement où l'entreprise change très vite, le job change très vite. C'est ce que j'avais beaucoup aimé, moi, pendant toutes mes premières années de carrière en Ouais. agence, où juste par la croissance et le développement de l'entreprise et par l'évolution des technos aussi, et là, c'est le cas avec l'IA. En fait, tous les 6 mois, 9 mois, le job, il a changé. Ah, Donc c'est ça, j'aime bien. incroyable, incroyable. Mm. J'ai- le job, il a changé, comme tu dis, Oui, à la un peu. Mbappé. Non, mais clairement, ben, je te propose qu'on en rediscute, du coup, comme on a dit, d'ici 6 mois, 1 an, et on fait un petit point de là où vous en êtes. On fait comme ça? Très bien, avec plaisir, Marc. Merci Super. beaucoup. Ben, merci à toi, Marie, et ben, je vais te souhaiter une bonne journée. Merci à toi aussi. À très Salut. bientôt. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.